Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Le temps passe hein, quand on voit ces images. Ça va très vite, d'où le fait d'un peu ralentir, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Bienvenue donc dans cette nouvelle édition de la Cité de la Réussite. Je suis Thierry Keller, je suis heureux d'avoir la chance de modérer cette belle table ronde sur un sujet à la fois, je dirais, politique, intime, peut-être même, on le verra, un peu religieux. Pour être honnête, moi j'aime beaucoup les termes du sujet parce que, comme vous l'avez remarqué, ils ne sont pas du tout posés telle une question. Faut-il avoir du temps pour les autres? Doit-on prendre du temps pour les autres? Non, pas du tout. Là, j'ai plutôt le sentiment que c'est posé comme une forme de prérequis, voire presque d'injonction morale. Du temps pour les autres, un devoir, une éthique. Ok? Ça rigole pas.
Et donc, on va être avec des gens qui sont dans une forme de générosité, on le verra tout à l'heure, et dans une forme d'engagement, voire d'engagement presque sacrificiel, on le verra tout à l'heure. Ça tombe bien, moi je trouve que de traiter ce sujet dans un pays comme la France, qu'on présente souvent extrêmement marqué par l'individualisme, on parle même d'archipélisation, qui est un peu le mot à la mode depuis quelques années, c'est peut-être le moment de tordre le cou à ces préjugés ou à ces post-jugés. Quelques chiffres quand même pour poser les choses. 12,5 millions de bénévoles en France, répartis sur près d'1,5 million d'associations. 12 millions de Français qui sont considérés comme des aidants. Et je ne parle pas, évidemment, de ces milliards de gestes non comptabilisés, non rentables, dans la vie de tous les jours. Aider les autres, c'est aller aider un copain en détresse, c'est aider une vieille dame à traverser la rue. C'est ce qui fait notre sel, peut-être, en tant qu'être humain. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, quand on va parler de l'aide, de l'entraide et du temps qu'on donne aux autres, on serait spécifiquement soit de gauche, ou bien charitable, ou bien carrément catholique. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de parler de ce qui fait un engagement peut-être supérieur à nos engagements professionnels et qui fait que tout cela n'est pas intégrable dans une forme de ROI, de retour sur investissement. Alors, je vous le disais, on les voit ici, nos invités du jour. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle des gens bien. Je pense que c'est important d'être quelqu'un de bien dans la vie. Leurs témoignages, j'espère, nous inspireront. Je vous demande donc d'accueillir à mes côtés Stéphane Roussel. Président de la... Il n'y a pas de retour d'écran, on est un peu low-tech à la Sorbonne, donc ça c'est cool. Stéphane, vous êtes président de la Fondation Vivendi, président de l'Hôpital américain de Paris, président des entreprises pour la cité, président de We Take Care. Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas président? C'est une boutade. J'ai à côté de vous Marie Drucker. Marie, bonjour. Marie Drucker, vous êtes réalisatrice, productrice, ex-journaliste. Vous êtes aussi actrice. Ouais. Il paraît. Ouais. Et vous êtes marraine de plusieurs associations, notamment Sport dans la ville, Rien c'est tout, on y reviendra tout à l'heure. À votre gauche, c'est Guillaume Gomez. Bonjour. Alors il y a des ex ici. Guillaume, vous êtes ex-chef. Alors c'est vraiment hyper dommage pour votre entourage et puis pour vos clients, en particulier pour le premier d'entre eux, qui a convive. Ah, il ne payait pas. Ouais, enfin, il vous payait quand même. Ok, c'était le ou les présidents de la République, puisque vous avez dirigé les cuisines de l'Élysée sous 4 mandatures, il me semble. On reviendra sur vos nouvelles activités d'ambassadeur de la gastronomie. Donc c'est un vrai titre, hein. C'est pas genre je suis ambassadeur comme on dirait entre nous, c'est un tampon de l'État. À votre gauche aussi, nous avons Gérard Friedlander. Bonjour Gérard, bienvenue. Délégué général à la Fondation Université de Paris, chef du service de physiologie des hôpitaux Necker et Georges Pompidou. Merci à vous Gérard d'être parmi nous. Et enfin, à votre gauche, nous avons Emmanuel Hirsch. Bonjour Emmanuel. Professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine, l'université Paris-Saclay. Merci à vous d'être là. Vous avez remarqué qu'il y a une forte connotation médicale ici. Et masculine. Je trouve que ce préjugé à notre égard, Marie, est vraiment un tout petit peu offensant. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme? Cher public, vous me paraissez bien agité, je vais vous demander de vous calmer un peu.
Non, je plaisante. Vous avez le droit de brouer. Comment ça va se passer entre nous? On va aller jusqu'à 16h. Donc même si on est dans une grosse conf sur le temps, on va essayer quand même de le contracter un petit peu. Dans un premier temps, j'essaierai de justifier ma présence ici en ayant une forme de conversation avec nos invités. Puis, notre merveilleux panel d'étudiants posera 27 507 questions. Parce que j'ai eu les questions en avance et je peux vous dire que c'est à peine un tiers de ce qui a été préparé. Puis évidemment, vous, cher public, vous aurez le droit de poser vos questions. Je vous rappelle qu'on est en France, il ne s'agit pas de parler de votre vie et d'avoir une opinion sur Mélenchon Premier ministre ou sur la prochaine dissolution, mais vraiment de poser des questions aux invités. Marie Drucker, j'avais prévu de commencer par vous, alors vous n'êtes pas immédiatement à côté de moi, mais c'est pas grave. Je le disais, vous avez été, je vais essayer d'être sérieux 2 secondes, vous avez été une journaliste plongée dans une forme de lessiveuse d'actualité. Pour vous, le temps était quelque chose d'ultra rétréci. Vous êtes aujourd'hui donc productrice, vous réalisez des documentaires, j'allais le dire, à travers lesquels vous prenez le temps d'observer, d'écouter des individus qui sont souvent en détresse. Je pense notamment à des enfants un petit peu turbulents ou bien à des détenus femmes en prison de longue durée. Je le disais, vous avez été actrice, vous jouez le rôle d'une DRH un chouïa impitoyable dans le dernier film de Stéphane Brisset, pour lequel d'ailleurs vous êtes, je crois, a-t-on le droit de le dire, en train de travailler à nouveau. Vous êtes marraine de plusieurs associations, vous avez aussi une famille, je crois d'ailleurs que l'une de vos progénitures est dans la salle, on le salue. Et pourtant, je le dis de manière un peu comme ça, triviale, mais on n'a jamais l'impression de vous déranger. Ma question est, comment vous trouvez le temps? C'est hyper complaisant comme question. Comment vous trouvez le temps de tout faire? Non, mais sincèrement, comment on fait pour se construire une vie qui nous octroie à la fois une carrière dont on pourra chacun considérer qu'elle est plutôt réussie, et en même temps de décélérer pour offrir du temps aux autres, chère Marie? Alors, c'est la bonne question, puisque c'est celle que je me suis posée à un moment il y a 6 ans. En fait, c'est la question du temps. Elle nous renvoie... c'est affreux ce que je vais dire. En fait, la question du temps, elle nous renvoie à une impossibilité, à une impuissance. Elle nous renvoie à... C'est l'irréversible, c'est la question de la finitude de l'homme. Je crois que notre rapport au temps, il est très lié à notre rapport à la mort, d'ailleurs. Alors là, je sais que, comme j'ai été journaliste, là il se dit, c'est parti pour 8 minutes. Non, je vous rassure, c'est pour vous dire... Généralement, quand on parle de la mort, on vend rien. Donc c'est un rapport très complexe parce que quand on a vécu des choses parfois difficiles dans notre vie, et je crois que ça arrive à tout le monde, on a un rapport au temps qui est à la fois extrêmement exigeant parce que le temps c'est précieux, et donc c'est très angoissant. C'est très angoissant parce que voilà, mon fils qui est dans la salle et qui a 7 ans, salut chéri, quand tu t'ennuies parce que ton temps est précieux, tu peux partir, ça sera pas grave. Me dit souvent, avec beaucoup de chagrin, il me dit on a passé des moments merveilleux, et ce qui me fait beaucoup de peine en fait, c'est que ce moment ne reviendra plus jamais. Et d'une certaine façon, il a raison, puisque les merveilleux moments ne reviennent jamais, en tout cas pas sous la même forme, et ça crée évidemment une certaine mélancolie, mais pour ça il y a la merveille du souvenir, hein, ce que Proust appelle la mémoire affective, c'est-à-dire pour la magie du ressouvenir, faire ressurgir le passé. Et en fait, on est tout le temps là-dedans, avec plus ou moins de conscience. Et comme le temps, et c'est là où je voulais en venir, c'est comme le temps est quelque chose d'extrêmement précieux, que nous n'avons pas tous le même rapport au temps, si ce n'est, je pense, une relation commune au temps qui est toujours d'en manquer et de courir après le temps. Il y a un moment, quand on prend conscience que ce temps est précieux et différent pour chacun d'entre nous, je pense que quand on se considère, en plus, ça c'est ma vision, très privilégiée, il est nécessaire aussi de donner. Donc, donner du temps, c'est pas uniquement divertir les autres, quoique, même si parfois ça l'est aussi. Donner du temps, c'est considérer l'autre d'abord comme d'égale valeur et de dire, voilà, toi aussi, vous avez une vie qui est précieuse, même si elle est faite de précarité, même si elle est faite de maladie.
Et c'est là-dedans qu'il faut s'inscrire. Alors moi, pour mon cas, pour rejoindre le thème, c'est parti d'un devoir, je pense, c'est-à-dire d'une prise de conscience. Moi, j'ai été élevée par, je pense, la femme la plus généreuse de l'univers. Voilà. Ma mère est une femme qui a toujours beaucoup donné aux autres, beaucoup donné de temps. C'est une aidante. Ce qu'elle fait auprès de sa propre mère est absolument incroyable. Et je pense que donc j'ai eu cet exemple-là. Donc c'est parti quand même d'un devoir, d'une conscience, pour arriver à une éthique. C'est le thème. Vous avez bossé. Hein. Et au bout du compte, je pense que l'éthique redevient un devoir. Donc finalement, et qu'on peut aussi parfaitement se réaliser individuellement dans l'action sociale. C'est-à-dire que, et ça n'a rien d'égoïste, mais c'est aussi, quand on veut aussi avoir une vie qui s'enrichit, et je ne parle pas au sens de l'argent, qui s'enrichit intellectuellement, affectivement, et qu'on a une vision humaniste en fait de notre présence et de nos actions, eh bien il faut nécessairement donner du temps aux autres. Alors peut-être qu'après on développera pour expliquer de quelle manière on peut donner et les uns et les autres du temps aux autres. Mais voilà, c'est un peu comme ça que s'est nourrie ma réflexion au fil du temps, et j'essaye modestement, à travers les films, qui sont des engagements, à travers des rencontres, à travers le fait de participer, peut-être aussi un peu pour ce que je suis, pour mon parcours, à un rendez-vous comme celui-ci. Et merci d'être si nombreux pour partager ce moment tous ensemble. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et le temps, ça a quand même un avantage. Au bout du compte, c'est que c'est grâce au temps qu'on se construit et qu'on devient ce que l'on est. Et c'est donc au bout du compte un peu l'avantage aussi de devenir ce que l'on est. Et ça, on ne le devient que parce que les années passent. La notion d'expérience, on pourrait y revenir, compte énormément. On ne va pas revenir sur tous vos docus, mais celui qui s'appelle Détenu, qui filme des femmes qui ont parfois 10, 20, 25 ans de prison, ont un rapport au temps qui est hallucinant. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles nous disent: je ne veux pas sortir, j'ai peur de sortir. Ce film, j'ai passé 2 ans dans une prison pour femmes pour réaliser un film. Donc, ça a été une très, très, très grande leçon d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me souviens qu'à l'époque, j'avais une espèce d'arrogance, je pense, dans mon rapport au temps. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, elles, pendant 2 ans, n'ont pas bougé. Elles étaient au même endroit, dans ce lieu de claustration qui est la centrale. Et moi, j'y allais pas tous les jours, mais j'y allais très très souvent pendant 2 ans. Et à chaque fois, je me disais: oh là là, c'est fou tout ce que j'ai fait pendant 15 jours, et elles n'ont pas bougé. Bon. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais, je me rendais compte que non seulement elles avaient oublié que je devais venir, que je les dérangeais parfois, parce qu'elles travaillent, elles ont des relations sociales, elles avaient des moments de loisirs, et ça m'a aussi donné une bonne leçon sur mon rapport au temps et sur la valeur pour schématiser, la valeur de ma vie sociale comparée à la leur. Merci Marie. Merci. On reviendra sur vos engagements associatifs ultérieurement, et j'espère que le panel saura y penser. Guillaume Gomez, je le disais tout à l'heure brièvement, donc, vous ne faites plus à manger, mais enfin vous faites encore un peu à manger. Vous êtes MOF, vous avez été un jeune MOF, meilleur ouvrier de France, comme notre maître à tous, Philippe Etchebest. C'est comme ça qu'on connaît les MOF. Hein. Vous venez d'écrire un bouquin sur l'hybridité, sur l'hybridation, avec Gabriel Alperne, aux éditions de l'Aube. Il y a dans l'idée de la gastronomie française quelque chose de l'ordre d'une forme d'identité nationale, peut-être. Chez nous, en France, on reste plus longtemps à table qu'ailleurs. On s'octroie à nous-mêmes du temps et on en offre aux autres. Est-ce que vous diriez que faire à manger pour les autres est un aboutissement du concept de désintéressement? Alors, comment vous concevez ce métier, cette vocation presque? Un aboutissement peut-être pas, mais l'acte de cuisiner en lui-même est de toute façon un acte que l'on fait pour l'autre, que ce soit au sein de la famille la plupart du temps, ou lorsque vous allez dans un restaurant. Les femmes et les hommes qui travaillent pour ça sont là pour donner du plaisir, la plupart du temps quand c'est bon quand même, mais en tout cas travailler et cuisiner pour l'autre. Donc dans le geste même, l'acte de cuisiner, c'est quelque chose que l'on fait pour les autres. Donc bien évidemment, c'est du temps que l'on prend, c'est du temps que l'on souhaite donner aux autres, parce qu'à travers
Vous avez parlé de gastronomie française, et c'est bien d'associer ces deux mots, parce que c'est aujourd'hui ce qui peut nous rassembler ici. Par rapport au temps que l'on veut donner aux autres, je pense que c'est important de mettre le mot français derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une très belle gastronomie partout dans le monde. Ça, il n'y a pas de sujet. Partout où on va dans le monde, on peut manger très bien. Pas partout. Pas partout, mais on n'est pas là pour se fâcher avec les gens. La gastronomie, elle rassemble. Je salue la présence de Gilles Bragard, qui est le fondateur du Club des chefs, un club qui fédère les chefs de chefs d'État, donc un club international où la maxime est: si la politique divise les hommes, on pourrait rajouter si plusieurs sujets divisent les hommes, la table, elle réunit. C'est ce qui a été reconnu par l'UNESCO au classement immatériel du patrimoine humanitaire, ce repas gastronomique des Français, parce qu'à travers ce repas gastronomique des Français, on parle de la France, et à travers ça, on parle des valeurs de la France. Et donner du temps, je pense, vous l'avez dit dans votre introduction, il y a énormément de gens en France qui sont sensibles à ça. On l'a vu pendant cette pandémie, les restaurateurs, les chefs, les producteurs, tout le monde de la gastronomie a su se fédérer pour donner aux autres. Pour donner d'abord à nos soignants, lorsqu'il fallait répondre à l'urgence. Ensuite, on l'a vu aux étudiants et avec les différentes associations caritatives qui ont sollicité les chefs et le monde de la gastronomie. Donc c'est en effet, à travers cette gastronomie française, des valeurs que l'on souhaite porter. La valeur de la transmission, vous avez parlé de Philippe Etchebest, qui est meilleur ouvrier de France, qui est un grand de la transmission, mais il y a également les valeurs que l'on va porter sur notre santé, sur l'intérêt que l'on va avoir par rapport à cette gastronomie que l'on souhaite plus engagée, sur l'environnement, sur la santé de l'autre, la santé, la sienne bien sûr, le plaisir toujours, la gourmandise, mais à travers tout ce travail-là, la mise en avant des valeurs, du travail de toutes celles et ceux qui font cette gastronomie, de nos producteurs à toutes celles et ceux qui travaillent jusqu'à la méthanisation des déchets, même ou sur l'anti-gaspillage. Est-ce qu'on peut revenir rapidement, pour nous tous, et je dois dire aussi pour ma propre curiosité, sur qu'est-ce qu'un ambassadeur de la gastronomie? C'est quoi son... Alors, sa mission? C'est un rôle, je ne vais pas parler trop longtemps de moi, puisque ce n'est pas le thème, mais c'est un rôle... Je vous pose la question, donc vous avez le droit. Bien sûr. Aujourd'hui, après 25 années passées au Palais de l'Élysée et près de 30 ans à faire ce métier de cuisinier, j'ai décidé de donner un autre biais à ma carrière, et le président m'a proposé de me nommer ambassadeur pour la gastronomie. Donc c'est un rôle d'ambassadeur thématique, comme il y a l'ambassadrice du sport, comme il y a l'ambassadeur des pôles. Les gens ont entendu parler. Le numérique aussi? Pardon? L'ambassadeur du numérique. L'ambassadeur du numérique, tout à fait. Donc voilà, il y a une dizaine d'ambassadeurs qui, sur les représentations à l'international, représentent la France. Donc c'est mon rôle aujourd'hui d'accompagner toutes nos représentations, ambassades, consulats, lycées français, instituts français, pour parler gastronomie et faire rayonner gastronomie et art de la table. Et parallèlement, ce qui m'amène aujourd'hui notamment à être aussi quand même sur le territoire national, c'est d'être le représentant personnel du président de la République sur ces sujets alimentation, qui sont des sujets bien sûr de première importance. Vous savez que votre voisine de droite écrit aussi quelques recommandations culinaires. Vous aurez peut-être l'occasion d'échanger des tips tout à l'heure. Stéphane Roussel, merci à nouveau d'être parmi nous. Donc je le disais, vous êtes psychologue de formation, président de l'hôpital américain. Vous avez une carrière aussi dans les grands groupes, hein. Alors, une carrière longue comme le bras. Vous avez bossé chez Xerox, chez Carrefour et surtout chez Vivendi, dont vous êtes aujourd'hui le président de la fondation. Récemment, je ne sais pas depuis quand, mais en tout cas, c'est une thématique qui monte énormément. Les entreprises ne sont plus considérées comme simplement génératrices de profit, mais ont à voir avec quelque chose de tout à fait nouveau qui s'appelle l'intérêt général. On parle d'entreprise à mission. On a fait voter la loi Pacte en 2019. Diriez-vous que l'entreprise, d'une certaine manière, se substitue à l'État? Quel est le rôle de l'entreprise dans la prise en charge de la solidarité, de la précarité, de l'intérêt général? Et que fait, question subsidiaire, la Fondation Vivendi dans ce cadre-là? Cher Stéphane. Vous posez le sujet de la raison d'être, en fait. C'est un beau mot. La raison d'être, c'est un mouvement qui est assez récent, en fait. C'est vrai que, vous l'avez dit, avant, on opposait un peu la stratégie business avec... il fallait quand même faire du mécénat. Mais pas forcément une grande cohérence. Parfois, parce que le PDG était passionné de l'opéra, même s'il était PDG de Veolia, il mettait de l'argent à l'opéra. De plus en plus, pour que ça soit crédible auprès des parties prenantes, il faut que la raison d'être ait un sens par rapport à ce que vous faites. Donc si vous êtes chez Vivendi, que les métiers, c'est la musique, c'est la télévision, c'est la littérature, il faut que vos engagements citoyens
et du sens par rapport à ce que vous vendez. Donc il ne faut plus opposer l'un à l'autre. Ça serait un peu démagogique de dire, voilà, pour Vivendi, je vais sauver la planète, point de vue environnemental, parce qu'on ne pollue pas tant que ça, hein. On n'est pas Vinci. Carrément, quoi. Mais non, mais c'est pas de leur faute. Okay. De fait, non, mais c'est parce que leur activité est polluante, ou totale. Mais voilà. Allez-y, là chez vous, il y a tout. Non, c'est pas un reproche. Je dis simplement que c'est rien de génial. Il y a des entreprises qui sont naturellement génératrices de CO2. On est d'accord. Donc nous, notre plus-value, elle n'est pas environnementale, elle est sociétale. Donc on attend sur le sociétal. Et finalement, comment on peut participer à la vie de la cité avec un grand C lié à nos business? C'est tout simple. Dans la raison d'être de Vivendi, ça va être, on appelle ça Creation Unlimited, ça veut dire les talents sont partout. Ça veut dire qu'on va aller chercher les talents jeunes là où ils sont. Mais pour aller les chercher, il faut qu'il y ait égalité des chances. J'ai un exemple simple. Dans la musique, si vous n'avez pas d'instrument de musique et de l'argent pour vous essayer, vous ne pouvez pas devenir un virtuose. Donc on va financer Orchestre à l'école qui donne évidemment des instruments de musique à des jeunes dans les écoles. Voilà. Si jamais pour le cinéma, les enfants sont à l'hôpital et qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, c'est le cinéma qui va à l'hôpital pour qu'ils découvrent. Et on va aider aussi un peu partout, avec des studios en Afrique, pour repérer les meilleurs talents. Donc en fait, toutes les actions citoyennes sont liées à la raison d'être de l'entreprise. Je pense que c'est ça qui a fait grandir. C'est-à-dire qu'on assume que vous le faites aussi pour le business, parce qu'il y a des grandes chances que les talents qu'on va aider à l'origine vont derrière amener du business. Voilà, je prends l'exemple de Omar Sy, Jamel Debbouze. On a été les chercher, ils étaient dans leur banlieue, je veux dire, et puis ils sont devenus des stars. On l'a fait ne sachant pas ce qu'ils allaient devenir, mais c'était aussi intelligent d'aller chercher les talents là où ils sont, mais on peut le décliner, pour les écrivains, on peut le décliner sur tout. Donc en fait, la grande révolution qu'il y a eu, et je trouve ça assez sain, c'est qu'on assume qu'il y a un lien entre les deux. On ne va pas opposer encore une fois le mécénat, etc. Et pour revenir à la question du temps pour les autres et de l'altruisme, finalement, il y a une phrase, une citation de l'abbé Grégoire qui dit « Être utile, c'est être juste ». Et en fait, c'est vrai que... Alors être juste, à mon avis, ça s'entend dans les deux termes. C'est être juste dans le sens être équitable, mais c'est être juste, c'est-à-dire là où on est et là où on est crédible. C'est l'œuvre d'une vie, quand même. C'est-à-dire que ce qu'on fait ait du sens par rapport à une action plus globale. Alors j'en viens rapidement à mes autres casquettes. Donc ça, c'est la Fondation Vivendi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on reviendra un peu plus tard. Mais j'ai également, effectivement, la présidence des entreprises pour la cité. Et c'est justement le propos d'Entreprises pour la cité. C'est d'être le représentant des entreprises en partenariat de leur public-privé avec le gouvernement. Hier, j'étais avec la Première ministre en Seine-et-Marne pour fêter l'apprentissage de jeunes, etc. Et le gouvernement a monté, et on les a aidés, à 100 000 mentors pour 100 000 jeunes. Et l'idée, c'est que 100 000 personnes en entreprise vont coacher des jeunes éloignés de l'emploi. Mais ce n'est pas leur donner des codes scolaires, ça, ils les ont dans les écoles, c'est leur donner des codes culturels, on revient à la culture. Parce que souvent, ce qui fait la différence et l'injustice sociale, c'est que si vous n'avez pas, l'air de rien, été au théâtre, si vous n'avez pas découvert des musées, il y a un moment donné où vous avez un risque de moment de retard. Donc les coachs, ils vont coacher, emmener les gens au théâtre, faire quelque chose d'autre. Et ils donnent du temps. Ils donnent du temps, mais du temps intelligent. C'est pas, tiens, je vais faire une bonne œuvre, je vais recevoir des jeunes, je vais leur expliquer la vie. Non, il faut que ça ait du sens, que ça soit construit. Parce que parfois, on veut être utile, mais on est maladroitement utile. C'est pas de la générosité désorganisée. Il faut que ça soit pertinent et organisé. Après, il y a mon autre engagement qui est président des... Alors, tout ça, on a l'impression que je fais beaucoup de choses, mais en fait, je suis président. L'avantage du président, c'est qu'il y a des gens derrière qui travaillent et qui font tout. Donc, pour Entreprises pour la Cité... Pour devenir président, il faut avoir beaucoup travaillé avant, normalement. Oui, peut-être. Mais Entreprises pour la Cité... c'est Yann Tanguy, il est là, et c'est lui qui gère. Après, un deuxième, il va rougir, une personne formidable qui est Jean Dédier, il a monté We Take Care, quelque chose d'incroyable. C'est traiter l'exclusion numérique. On parle beaucoup des autres formes d'exclusion. Et il a réussi, alors maintenant les chiffres vont vous étonner, l'idée c'est d'aider tous ceux qui sont exclus du digital, c'est-à-dire les personnes âgées qui ne savent pas se servir d'Internet pour faire les inscriptions administratives, ça devient quelque chose de terriblement pénalisant. C'est les jeunes éloignés de l'emploi qui ne vont jamais dans les maisons de l'emploi et à qui il faut rentrer par les codes du digital pour les coacher.
et il touche 500 000 personnes par an. Cette association touche 500 000 personnes par an et réussit à faire grandir. C'est ça l'histoire. Et puis, alors, je ne suis pas médecin, c'est l'hôpital américain, mais ça fait que j'y suis depuis 1 an, mais Gérald Friander en parlera mieux que moi. Mais je suis là pour faire en sorte que toutes les collectivités travaillent dans une intelligence collective ensemble pour le bien de tous. Et finalement, c'est mon passé peut-être RH et psy qui m'a fait que c'est une vocation. Donc voilà. Donc ça a l'air miraculeux de passer autant de temps sur les 4, mais en fait finalement pas tant que ça, parce que encore une fois, le but c'est le temps est démultiplié en fait. Si vous donnez un peu de temps vous-même, eh bien si vous le donnez avec d'autres pour les autres. C'est le cas de We Take Care. En fait, on forme des gens qui forment des gens qui forment des gens. À la fin, c'est spectaculaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est par boule de neige, et le temps qu'on donne, il est utile si jamais il permet aux autres de donner du temps qui est utile pour les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à recréer une société. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, mais voilà la première chose que j'avais envie de partager. Merci beaucoup. Je vais me tourner justement vers les médecins, à commencer par vous, Emmanuel. On connaît vos engagements dans la lutte contre l'autisme en particulier, dans la lutte contre le sida, et bien au-delà dans tous les enjeux qui sont liés aux soins et à l'éthique médicale. Le terme éthique revient évidemment extrêmement souvent quand on se penche un peu sur votre parcours. J'ai le sentiment, en écoutant un peu nos premiers intervenants et en ayant un peu réfléchi à la question, que sans être un naïf béat, qu'on tend vers davantage d'implication à l'égard des autres, que finalement les valeurs de performance, de compétition qui pouvaient encore être très présentes jusque dans les années 90 voire 2000 sont un peu en train de refluer au profit de quelque chose de peut-être plus beau, de plus engagé. Est-ce que vous confirmeriez cette impression peut-être un peu optimiste ? Merci de ces belles questions, je vais y réfléchir. D'autant plus que quand je suis ici, je permets d'évoquer la mémoire. Quand on parle du temps, on parle de l'histoire, de la mémoire, on s'inscrit dans une mémoire. Et j'allais au cours de philosophie d'un grand philosophe qu'on a oublié depuis, qui est Claude Bruyère, un très grand philosophe qui avait la chaire de morale à la Sorbonne et qui disait quand on est avec une dette morale. Et cette notion de dette, c'est une notion d'engagement, de fidélité qui renvoie des valeurs. Et je pense que quand on parle de partager le temps avec l'autre, c'est accueillir l'autre, être hospitalier à ce qu'il est et être réciproquement aussi digne de son accueil. Et donc je trouve que d'un point de vue éthique, la question de l'altérité, la question de partager le temps est une question politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut parler d'éthique, moi je parlerai d'éthique politique. Comment on donne à des gens qui sont marginalisés systématiquement par la société, par nos indifférences, le sentiment d'appartenir, de compter, de nous importer, d'avoir une dignité. On parle des sans domicile fixe d'une manière péjorative, mais il y a des gens qui sont sans temporalité, sans être reconnus dans notre histoire. Donc on a une réflexion, à mon avis, politique et démocratique à engager. Et en termes aussi de résistance, et ensuite je reviendrai sur un ou deux points par rapport à l'éthique médicale, de résistance par rapport à une culture de l'immédiateté avec la numérisation de la société et des comportements sociaux. Comment prendre le temps du discernement, le temps de la responsabilité, donc un temps de la délibération, le temps de la responsabilité civique, politique, si on est dans l'immédiateté et si on est dans une pensée de l'algorithme. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a déjà une résistance éthique, politique, face à une barbarie qui nous menace et qui anéantit, qui abrase toute notre capacité de prendre du temps. Et le deuxième point, quand je pense spontanément dans mes engagements à la notion de temps, d'abord une anecdote très très concrète. Dans les années SIDA, donc on est dans les années 86, je fais mes écoles en éthique, si vous voulez, et il y a une personnalité spirituelle importante qui est auprès d'une personne qui était en phase terminale, très évoluée donc du sida, qui était plus en capacité de communication. Et je lui dis en sortant de ce temps partagé avec la personne, quel est le sens de ce temps ? Il dit, pour moi, c'est de lui donner le sentiment qu'il appartient toujours à notre communauté. Et pour moi, c'est important de ne pas nier ce sentiment d'appartenance, même si c'est difficile d'aller dans une rencontre dont on sait qu'elle est énigmatique. Il y a quelques jours, il y avait la grande rencontre annuelle des soins palliatifs, le colloque des soins palliatifs. Quel est le sens du dernier temps et de cette présence ultime, intime, dont on ne sait ce qu'elle va apporter à la personne, mais on a la conviction que si on y renonce, si on le renie, c'est les valeurs d'humanité, celles sur lesquelles on repose aujourd'hui qui s'ébranlent, au moment où on en a le plus besoin.
Donc derrière la question du temps à prendre, du devoir, ce n'est pas un devoir, j'allais dire, théorique, moral, c'est une responsabilité d'engagement politique. Comment ne pas abandonner l'autre à son sort? Alors on est effectivement dans un amphi où il y a beaucoup de philosophie, mais c'est toute la thématique lévinassienne, du devoir de non-abandon. Et comment exister sans être dans la rencontre avec l'autre, sans cette réciprocité? Donc on parle de projet de société, et au moment où on parle, aujourd'hui à la Sorbonne, on est dans un contexte où plus que jamais, nos dirigeants, qu'ils soient les politiques, tous ceux qui ont prétention à être dans la gouvernance, devraient comprendre qu'il faut prendre le temps, le dur temps, revendiquer le temps de la pensée. Je termine sur un point qui m'a beaucoup frappé ces temps-ci. On a une éminente personnalité ici présente que je nommerai pas, qui a eu quelques responsabilités au niveau du Conseil du Président de la République dans le domaine de la santé. Et on évoquait tout à l'heure la question des EHPAD, qui est une question importante aujourd'hui. Puis quand je vais dans des EHPAD, dans mes activités, vous avez des responsables d'EHPAD, on leur dit, vous savez, vous avez vu à quel point on est confronté à des problèmes d'éthique, et vous voyez que la pandémie a avivé un certain nombre de questions, le triage, le droit des personnes à des visites, enfin je ne vais pas vous faire l'inventaire de tout ce qu'on a déploré. Et alors je discute avec certains qui disent « Oui, c'est vrai, ce que vous dites est très juste, ça nous pose un problème du sens, et éventuellement même de la fidélisation des professionnels dans un engagement avec des valeurs portées, exprimées et partagées, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ils ont la responsabilité de faire des soins, de faire des toilettes, etc. » Et vous voyez, aujourd'hui, il y a une maltraitance, je ne dirais pas civilisationnelle, ça ferait trop emphatique, mais il y a une maltraitance, je vais dire politique, à ne plus permettre au temps d'exister dans nos relations individuelles. Comment construire une société, comment faire société si on n'a pas le temps d'une parole partagée, d'une écoute, d'une bienveillance, d'une attention, tout ce qui renvoie finalement au militantisme associatif qui a été quand même énormément rejeté des priorités politiques pendant la période de la pandémie. Donc mon message, je ne sais pas si je parlerai beaucoup aujourd'hui, mais mon message c'est de dire qu'il se joue là quelque chose en termes de politique, en termes de démocratie, qui n'a rien à voir avec la rhétorique éthique, qui a à voir où il y aura une société de l'après, où il n'y aura plus de société. Donc vous voyez, des sociétés qui ont été à abraser, comme on le fait aujourd'hui, l'histoire, la mémoire et d'une certaine manière le respect à l'autre, sont des sociétés qui ont versé vers la barbarie. On n'est pas si loin que ça. J'imaginais bien qu'on a 1000 questions à vous poser derrière cette petite introduction, parce que vous dites que vous ne parlez pas beaucoup, mais enfin, vous soulevez énormément de choses. Je vais néanmoins me tourner vers votre voisin de droite, entre guillemets de droite évidemment. Monsieur Friedlander, Gérard Friedlander, vous êtes donc professeur de médecine, chercheur, néphrologue, physiologiste. À l'instant, Emmanuel a évoqué évidemment la pandémie. On a néanmoins observé des comportements individuels en dehors même, je vous vois pas, en dehors de toute loi et de toute politique publique qui ont été admirables, qui empêchaient par notamment le fait de pouvoir aller visiter les personnes âgées de sa famille. On a évidemment chacun, soit individuellement, soit on connaît quelqu'un qui a été confronté à la question du deuil et à l'impossibilité de vivre le deuil tel qu'on le connaissait auparavant. Qu'est-ce que cette crise sanitaire, d'après vous, a changé profondément dans nos mentalités, dans nos coutumes à l'égard de nos proches, et d'ailleurs à l'égard de ceux qui ne sont pas spécifiquement proches, mais qu'on pouvait, qui applaudir, qui féliciter, qui même parfois redécouvrir. Est-ce que finalement ce pays ne s'est pas un peu redécouvert à l'occasion de cette crise ? Merci. Je voudrais revenir sur votre intro où le temps pour les autres était très connoté et c'est normal, de dons, de bénévolat, d'empathie. Et je voudrais, en réponse à votre question, le recadrer sur un temps du métier et sur un temps professionnel. Et la manière dont on imagine faire son métier ou dont on pense devoir faire son métier. Et on est dans une éthique, hein, et c'est vraiment la suite de ce qu'Emmanuel vient d'aborder.
Alors malheureusement, l'âge aidant, ça n'est pas la première pandémie que j'ai rencontrée. Et à titre personnel, j'espère que ce sera la dernière, mais je suis sûr que pour les générations à venir, d'autres pandémies viendront. Elles nous ont toutes appris quelque chose, et elles nous ont toutes appris quelque chose de différent. Nous avons vu au cours de cette pandémie des soignants. Donc on n'est pas dans le don de soi, on n'est pas dans la rubrique de l'aidant, on est dans la rubrique du professionnel. Mais ce professionnel, il a donné, il a pris de son temps pour le transférer. Et j'aime beaucoup cette notion de dynamique. Parce que quand on dit du temps pour les autres, moi j'entends quelque chose de statique. Or, ce pourquoi nous sommes là, c'est pour faire transaction. Et la transaction, elle n'est évidemment pas seulement financière, mais c'est toujours une transaction. Je donne et qu'est-ce que je reçois? Quel est mon retour sur investissement? Et on ne peut pas dire que les soignants n'ont pas investi. Et la question se pose de savoir comment eux ont perçu ce qu'ils recevaient en échange. Et je me dis, s'ils avaient perçu... Alors, il y a deux types de retours. Il y a l'estime de soi, la fierté d'avoir fait quelque chose, l'empathie et l'amour de l'autre, même quand on est dans une relation professionnelle. Mais est-ce qu'on l'a... Le mot n'est pas bon, mais est-ce qu'on l'a organisé suffisamment bien? Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que c'est été en tout cas un temps des héros du quotidien, au point que, souvenez-vous, en tout cas dans la phase 1, dans la saison 1, ils étaient applaudis à 20h tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'ils quittent le métier? Pourquoi ils quittent le métier? Si c'est formidable comme ça ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on a raté dans la transaction? Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai fait deux choses dans ma vie. J'ai fait du soin et j'ai fait de l'enseignement. L'enseignement, on est dans la transmission, pas seulement d'une matière, mais de la manière dont on peut modeler cette matière à des plus jeunes générations, pas seulement, mais en ce qui me concerne, oui. J'entendais ce matin le nombre de candidats au métier, au concours d'enseignement est incroyablement bas. Il n'a jamais été aussi bas. C'est le plus beau métier du monde. Vous êtes enseignant, vous transmettez aux jeunes une vision, des connaissances, une éthique. Qu'est-ce qu'on a raté dans la transaction? Donc, vous voyez, je le place sur ce plan-là parce qu'il me semble qu'on a besoin de réfléchir à ce retour. Au début de la pandémie, les hôpitaux étaient, on va pas revenir là-dessus, dans un triste état et manquaient de tout. Et je me suis dit, mais je parle de moi parce que je suis entre deux personnes formidables ici aujourd'hui, cet après-midi, mais il y en a eu des dizaines et des centaines comme ça. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait alerter et du coup faire autrement, c'est-à-dire susciter le don? Mais vous savez, il suffisait de demander. Et le don est arrivé. Autrement dit, la générosité, la manière, la mécanique du mécénat, qui est une autre façon de permettre à d'autres de donner du temps, ce mécénat, il a été au rendez-vous. Et il est toujours au rendez-vous. Et c'est une autre facette de ce que je fais aujourd'hui à travers la Fondation Université de Paris, qui est, au fond, comment je suscite du don pour permettre d'aménager le temps à des chercheurs qui vont rendre à la société une forme de confort et d'amélioration. Merci. Alors, là encore, on ne va faire que manquer de temps aujourd'hui, mais quand vous dites qu'est-ce qu'on a raté dans la transaction, j'aurais envie de vous dire
qu'est-ce qu'on a raté dans la transaction? Mais parce que c'est une vraie question quand même. Mais j'espère que vous allez y répondre. Je vais quand même, pour être un minimum discipliné, donner la parole à notre panel. Donc, chers étudiants, le micro va circuler parmi vous. Peut-être prenez soin de vous présenter et de dire de quelle école vous parlez. D'où parles-tu, camarade, disait-on à mon époque. C'est à vous. Lâchez-vous. Soyez sympa quand même. Alors bonjour aux intervenants et à tout le monde. Donc moi je m'appelle Mathis Desmond. Je suis étudiant bientôt en 3e année à Sciences Po Toulouse. Je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Anne-Laure Villa. Je suis étudiante en master à l'université de Bordeaux. Je m'appelle Salomon Mendoza, je suis étudiant en aménagement et maîtrise d'ouvrage urbaine à l'école des Ponts. Et je m'appelle Clément Thibault et je suis étudiant pour être ingénieur en aéronautique à Toulouse. Donc Toulouse est assez représentée quand même. Il y a un lobby, il y a un truc. Alors je vous en prie. Donc moi je vais commencer par une question pour tous les intervenants. On a une époque où tout s'accélère. Socialement, on a de plus en plus l'impression de devoir être partout, d'avoir une carrière, d'avoir une famille, d'entretenir cette famille. Surtout quand on est jeune, de cette pression de devoir découvrir le monde, mais aussi de le préserver comme on peut. Et donc du coup, le temps de notre époque, c'est un peu le temps pour les autres, mais quelle place pour le temps pour soi? Je peux la prendre? Tout le monde peut la prendre. Non, je peux la prendre parce que j'avais cette discussion ce matin et j'ai une opinion. Après, elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais on a parlé, et c'est bien normal, du temps pour les autres, du temps qu'on... Plutôt que de dire qu'on donne aux autres, parce qu'on ne donne jamais rien, on le consacre aux autres. Et on en attend du bénéfice individuel, direct, indirect, sous forme à nouveau, d'estime de soi, d'amour de l'autre, etc. Mais une partie de la réponse à la question que je posais tout à l'heure est exactement là. Comment fait-on pour préserver un minimum de temps pour soi pour alimenter la machine du don pour les autres? Si vous videz le réservoir et que le temps pour les autres remplace totalement le temps que vous passez à recharger les batteries, vous êtes essoré comme un vieux torchon et vous n'avez plus rien à donner. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aime pas, un minimum. On ne peut pas aider les autres si on ne fait pas un minimum attention à soi. Après, toute la difficulté est dans le curseur, évidemment. Où est-ce qu'on met le curseur? Mais je suis absolument convaincu que la première chose à faire pour arriver à l'hôpital le matin et être capable de bien donner, c'est de passer une nuit correcte, même si elle est courte. Stéphane, de l'observation qui était... Allez-y. Le pour, il faudrait plutôt le mettre avec les autres. Pour les autres. Ça change complètement la relation. Et sans les autres... Il a copié sur ma feuille. Alors, je ne vais pas vous citer les grands textes, mais sans les autres, qui êtes-vous? C'est-à-dire l'aventure humaine, dès la naissance, c'est progressivement découvrir qu'on appartient à un monde et il nous forge par les rencontres, par tout ce qu'on vit et ce qu'on partage. Donc, je ne vais pas détailler, mais votre question est une très belle question, parce que si on n'a rien à apporter, c'est-à-dire si on n'est rien, comment partager? Et très souvent, on voit avec des professionnels qui sont confrontés au quotidien à des situations existentielles qui les appauvrit dans leur conviction que leur métier a du sens et que ce qu'ils font a une valeur. Et moi, je dis souvent, la culture est très importante. C'est-à-dire comment on comprend que ces métiers très exposés sont des métiers de culture et qui déterminent les gens à l'exigence d'une intelligence du réel. J'ai vu le film de Marie, enfin, le dernier film qu'on a évoqué en introduction. Et pour moi, l'artiste a une capacité de perception, a une intelligibilité du réel qui est restituée à travers, par exemple, le personnage qu'il va incarner à un moment donné.
Et je termine pour dire que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'intelligibilité du réel, ces médiations. Et quand je doute, personnellement, je termine sur ce point, moi je vais sur le terrain et je vois, et je vais dans le sens de ce que tu disais, la formidable créativité, la formidable intelligence, on parle d'intelligence collective, qui se déploie quelquefois dans l'anonymat et dans l'invisibilité. Tout à l'heure, Thierry évoquait les 12 500 000 bénévoles engagés au quotidien, souvent dans l'anonymat, sans reconnaissance, sans applaudissement, par rapport à des valeurs inconditionnelles. Ce sont leurs valeurs et leur sentiment d'apporter à la société ce dont ils peuvent témoigner et ce à quoi ils peuvent contribuer. Donc ne vous posez pas cette question, posez-vous la question avec beaucoup de respect. Qu'est-ce que je suis en capacité d'apporter, de donner de moi-même? Qu'est-ce qui se passe dans cet échange? Et qu'est-ce qui se passerait si cet échange n'avait pas lieu? Parce que l'indifférence dans notre société, une certaine forme de défiance qu'on a à l'égard de tout, la délégitimation, tout ce qui se construit, a l'air plus satisfaisant que l'engagement. L'engagement a un prix, a une valeur, mais il a aussi, pour moi, pour la personne que vous êtes, une destinée, c'est-à-dire vous permettre, quand vous regardez ce que vous avez fait ou ce que vous faites, d'exister socialement. Donc je pense, et je termine sur ce point, que ça a une dimension politique, beaucoup plus que de l'ordre de l'éthique morale. Est-ce que je fais bien ou mal? Je vais juste dire un mot, Stéphane, avant de vous repasser la parole, sur ce que vous avez dit finalement tous les deux. Et c'est bien parce qu'à vous entendre, en fait, je viens de prendre conscience aussi de quelque chose. La notion de réel, moi je me suis rendu compte il y a quelques années, il y a 6-7 ans, pendant 23 ans, en fait, j'avais beaucoup d'engagement solidaire, j'étais marraine d'association, j'avais le sentiment que je donnais du temps, de la visibilité aux autres, mais que sans doute je n'en consacrais pas vraiment parce que moi j'ai vécu pendant plus de 23 ans avec finalement, parce qu'avec beaucoup d'épanouissement, au fond quand même, la tyrannie du réel, c'est-à-dire l'information, ce qu'on appelle le hard news, l'information chaude au quotidien, en direct, sur différents supports, que ce soit la télévision, la radio. Et en fait, c'était tellement dévorant, mais évidemment sans que je m'en rende compte, et sans mise en perspective, finalement, que tout ce que je faisais à côté, c'est-à-dire ce que je pensais consacrer comme temps à moi, à mes autres proches, aux autres en général, à travers mes actions solidaires, ben finalement, je me rends compte aujourd'hui, alors que ça fait 6 ans que j'ai complètement changé de vie et de rapport au temps, qu'il n'a pas la même valeur, que la disponibilité n'est pas la même, et que finalement, je crois que ce réel, pendant tant d'années, sans mise en perspective, m'était d'ailleurs devenu à moi insupportable. Et je dis il y avait une forme de rapport de tyrannie que ça exerçait sur moi, et qu'au fond, je pense que ça commençait à altérer tout ce qu'il peut y avoir de formidable justement dans des actions sociales, solidaires et altruistes. Alors, juste en complément, je ne suis pas sûr en fait qu'il y a un temps pour soi, un temps pour les autres. Je pense que c'est le même temps. Que parfois on est avec les autres et on est seul, parfois on est seul et avec les autres, et qu'il n'y a pas, c'est pas du saucissonnage, et ce que j'appelle le temps démultiplié. Alors évidemment, on pourrait dire que l'enfer c'est les autres, ici on est bien placé pour le dire, on peut dire que c'est le paradis. En fait, tout ça c'est le même temps, vraiment, et moi, je ne le dissocierai pas. Franchement, voilà, je vous le dis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du temps pour se reposer et dormir. Mais finalement, il y a Diderot qui disait, je le lis parce que j'ai peur d'oublier ce qu'il dit exactement, « L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre. » En fait, oui, le temps que vous passez avec les autres, c'est du temps que vous donnez à vous-même pour grandir, d'ailleurs, pour vous, et puis inversement. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre que le temps, c'est quelque chose de relatif, de global, et à ce moment-là, on sort de ce côté un peu artificiel du temps pour soi et pour les autres. Guillaume, peut-être vous pouvez intervenir. Oui, parce que moi, vous m'avez dit 4 minutes, très court, donc je fais très court et 4 minutes. Mais on est les deux seuls à être disciplinés ici, hein, ça j'ai bien remarqué. Non, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, est-ce qu'on est à sa place, est-ce qu'on donne trop à l'autre, est-ce qu'on prend assez sur soi, c'est qu'en fait, on n'est plus dans la démarche philosophique même de
d'aider l'autre, d'être avec, parce qu'en effet, il y a toujours une part d'égoïsme malgré tout dans l'altruisme, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte, que ce soit humainement, que ce soit en termes d'image, que ce soit, enfin peu importe, il y a toujours un rapport à l'autre qui fait ça. Sinon, on le ferait dans son coin et il n'y aurait plus ce rapport humain qui interviendrait. Donc moi, je pense que comme personne n'est fait pour une vie de sacrifice, à partir du moment où on vient même de se poser la question, est-ce que j'en donne pas de trop, c'est qu'il faut faire autre chose et il faut le faire différemment. Et il faut aussi accepter de laisser la place. Et on est là pour lancer des fois des idées, pour apporter une pierre à l'édifice. Il faut accepter qu'on ne sera pas le seul maçon de cet édifice et que d'autres feront mieux. Et ça, je pense que c'est une partie de la réponse. Merci, c'était formidable. Alors, je vous demande, cher panel, de poser une question pour une personne. Car on ne peut pas trahir 1000... Non. Merci. Alors, moi, ma question sera pour Monsieur Gomez. Alors, le rôle du cuisinier semble être de rendre un plat qui a du goût et un beau visuel. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le principal devoir du cuisinier ou qu'il y en a un autre? Merci pour cette question. Bah, faut bosser, hein. Ouais. Non, mais ce qui est marrant dans ce débat, c'est que vraiment, on se livre. Ah oui, hein, totalement. On n'est pas dans de la théorie, là. Hein. C'est pluriel, hein, quand même. C'est divers. Non, le premier rôle, avant tout, du cuisinier, c'est de nourrir, bien évidemment, l'autre, mais avant tout, de prendre soin de sa santé. C'est la première des médecines, le premier des médicaments. Bien évidemment, ça peut aider si c'est beau, si en plus ça sent bon, et si vous y passez un bon moment, et si en plus le tour de table est agréable. Mais le premier rôle, lorsque vous alimentez, puisque après respirer, c'est quand même votre besoin le plus essentiel, c'est avant tout de prendre soin de soi. C'est peut-être la dérive que l'on connaît depuis quelques années, en effet, de cette alimentation qui est devenue peut-être un peu trop une alimentation plaisir ou instagrammable, sans penser à tout simplement l'essence même de ce qu'elle doit être, bonne pour soi. On rencontre aujourd'hui des problèmes, 18% de nos jeunes filles sont obèses, 17% de nos jeunes garçons. Ça coûte aujourd'hui à la sécurité sociale 40 milliards d'euros la mauvaise alimentation, 100 milliards en 2030, sinon on ne change rien. Donc bien évidemment qu'il faut se poser la question de revenir. Et je pense que ce n'est pas un manque de progrès que de temps en temps revenir un petit peu en arrière en acceptant de dire on s'est trompé, on a pris un chemin qui n'est pas le bon, et celui que l'on a pris pour notre alimentation depuis plusieurs années n'est pas le bon, clairement, et aujourd'hui on doit retourner vers une alimentation qui soit plus engagée pour soi, pour l'autre et pour l'environnement. Non mais je ne vais pas quand même vous donner un bon point à chaque réponse. Hein. Déjà que je fais du favoritisme, je vous en prie, jeune homme. Le 8 juin dernier, il y a un groupe privé d'EHPAD qui a subi une perquisition pour des questions d'infraction financière, et ça a été dénoncé dans un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Je ne vais pas forcément être plus long sur le sujet, mais simplement, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à nos aînés, Monsieur Hirsch? Qu'est-ce que ça dit de la manière dont la société perçoit et valorise ou non des personnes âgées, si on peut en donner une définition précise, je ne sais pas. Je vais vous faire une confidence. Si je n'avais qu'un engagement à considérer prioritaire pour moi, c'est tout ce qui est déportation sociale des personnes, tout ce qui est marginalisation, tout ce qui est disqualification, déqualification des personnes. Et je me suis engagé dans l'éthique, en développant l'espace éthique de l'assistance publique et puis en ayant des fonctions universitaires uniquement avec cette préoccupation. Ce n'est pas de faire de l'éthique comme on le fait à la Sorbonne, mais d'être au plus près des réalités du terrain et essayer de comprendre dans leur complexité les enjeux. Et comment effectivement on a voulu évacuer la question de la mort et qu'on pense la remplacer demain par la question de l'euthanasie, et comment on a reconnu à des personnes qui... cette inexistence sociale d'une certaine manière qui a été très compris par la société, qui a découvert les EHPAD pendant la crise. C'est-à-dire, on a commencé à voir qu'il y avait effectivement des personnes qui vivaient l'expérience du grand âge dans des établissements qui ne sont pas tous des établissements à caricaturer comme vous le faites à travers l'exemple que vous donnez. Et même d'ailleurs, si vous êtes courageux, Orpea, l'ensemble des établissements, l'ensemble des collaborateurs ne sont pas assimilables à ce qui est dénoncé dans le livre Les Fossoyeurs. Il faut aussi avoir du respect pour ce que les gens font au quotidien, souvent dans des situations de vulnérabilité extrême, d'un point de vue institutionnel. Bref, moi je leur rends quand même un hommage, j'ai des hauts professionnels, j'ai départi la crapulerie financière de ce qu'est l'exercice au quotidien d'un soin, dont je ne suis pas certain que vous l'assumeriez plus de 2 jours. Ça, c'est un point.
Maintenant, la question fondamentale, et je suis content que vous qui êtes jeune, vous la posiez, c'est quelle est la place du grand âge dans notre société. Et les enjeux éthiques et politiques, c'est la longévité, d'une certaine manière. Une longévité qui peut se faire, alors ça a à voir aussi bien avec la question de la bonne cuisine, c'est-à-dire l'alimentation saine, que de la prévention, mais aussi qui se fait parce qu'on porte un regard, une considération sur ces personnes. Et que vous avez des personnes âgées, on parle des institutions au domicile, qui ont l'impression qu'ils ont été euthanasiés socialement, qui n'existent plus. Donc comment, dans une société comme la nôtre, avec ce dont on est capable, on est dans une société moderne, reconnaître cette place, ne serait-ce que par respect pour ce que ceux qui nous ont précédés nous ont apporté. Que si aujourd'hui vous êtes là, si on a malgré tout une société avec des bienfaits, on est quand même honoré d'être dans une démocratie qui, quelquefois, malgré les crises politiques qu'on vit aujourd'hui, permet d'être au rendez-vous de la dignité des gens, globalement. Je dirais que ce devoir de mémoire me semble important. Et je terminerai donc là je pourrais développer, mais c'est un autre sujet, parce que c'est vraiment les sujets qu'on aborde sur le terrain. Moi je pense que cette temporalité particulière des personnes qui évoluent dans le grand âge est faite d'expérience, est faite d'une sagesse, est faite d'une expertise du réel dont on a le plus grand besoin. Et on voit dans l'expérience, notamment intergénérationnelle, qui se développe de plus en plus, aussi bien dans les EHPAD que dans différentes associations, on voit ce que ceux qui nous ont précédés ont à nous dire de ce qu'a été leur combat, de ce qu'ont été leurs valeurs, et ils sont les dépositaires, me semble-t-il, d'une parole essentielle dont chacun a le sentiment qu'elle nous manque énormément. Et vous voyez, ces derniers jours, je voyais à travers le débat politique des gens qui veulent réinventer le nouveau monde en excluant ceux qui font le monde, la réalité du monde. Je dis que quelquefois, ils portent dans leur position et même dans leurs propos des tentatives ou des tentations qui, me semble-t-il, abrasent ce qui donne sens à la vie démocratique. Donc je vous le dis avec emphase, c'est difficile de répondre simplement. Pour moi, j'ai un respect fondamental pour ceux qui nous ont précédés. Et puis, comme je suis juif, je pense aussi à ceux qui n'ont pas eu cette reconnaissance dans leur temporalité et qui ont été exterminés. À ceux qui aujourd'hui, on le voit dans l'histoire contemporaine, sont des gens qui sont liquidés dans l'histoire au nom d'intérêts supérieurs. Donc je pense que toutes ces causes sont les mêmes causes. Je dis souvent, et ce sera ma conclusion par rapport à votre question, un des termes que j'ai trouvé les plus intéressants dans l'éthique biomédicale, c'est plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et c'était, je le dis à Gérard, un avis du Comité consultatif national d'éthique qui renvoie au débat sur M. Vincent Lambert. Mais c'était avant M. Vincent Lambert. Il y avait un éminent réanimateur de province, je dirais de province pour ne pas stigmatiser qui que ce soit, qui avait eu cette phrase très très importante: les personnes en état post-relationnel ou état végétatif persistant sont des intermédiaires entre l'animal et l'homme. D'accord ? Et ça a été dit, ça a été écrit, je ne sais pas si tu te rappelles, et il y a eu une espèce de réaction que j'ai trouvée extraordinaire en disant si on veut penser la société, on la pense d'abord à travers les devoirs, les égards vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Et quand on commence à réfléchir, on voit qu'on est tous des personnes vulnérables. Est-ce que je peux prolonger la réponse d'Emmanuel? Non. Non. Bah, évidemment que oui, c'était... en la basculant avec un autre angle. Les populations vieillissent dans tout ce qu'on appelle le monde post-industriel. La durée de vie augmente. Vous savez ce qui n'augmente pas? C'est la durée de vie en bonne santé. Non seulement elle n'augmente plus en Europe, mais elle a commencé à casser sa courbe de l'autre côté de l'Atlantique. Cela veut dire qu'il m'apparaît que le premier soin à prendre vis-à-vis des générations au-dessus est de leur redonner cet espace de vie en bonne santé. Alors ça a été beaucoup théorisé, il y a des gens qui appellent ça, enfin le terme consacré, c'est la fragilité. Ces personnes qui prennent de l'âge
entrent dans un état de fragilité, qu'il s'agisse de fragilité physique, parce qu'ils perdent des muscles, ils tombent, quand ils tombent, ils se cassent, bref, et de fragilité neurocognitive, parce qu'ils commencent à oublier, ils perdent de l'autonomie. Et donc, j'allais dire, le premier devoir de la société vis-à-vis des générations les plus âgées, c'est de leur réouvrir de l'espace de vie en bonne santé. Réouvrir de l'espace de vie en bonne santé, c'est aussi leur permettre d'avoir du contact social. Avant de leur donner de la créatine pour recommencer à leur faire gonfler les muscles, ce qui les tue, c'est l'isolement. Donc, redonner par tous les moyens possibles du contact social, parce que de ce contact vient l'estime de soi et l'idée qu'ils perçoivent leur propre utilité dans une société, c'est le facteur le plus important pour augmenter leur durée de vie digne et en bonne santé. Merci, on va prendre une... Je vous en prie. Comme je suis un peu maître du temps, je suis confus, je vais... une dernière question du panel et ensuite je vous laisserai la parole. Je vois qu'il y a une main qui se lève au fond, je ne vous oublie pas. Donc une question pour Marie Drucker. Du temps pour les autres dans le cadre d'un travail payant peut-il être qualifié d'éthique ou simplement une prestation de service à but lucratif? Ouh là là, j'ai 2 heures. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Moi, je me suis... Enfin, en fait, la question, c'est est-ce que je me suis déjà fait payer, par exemple, pour... En fait, est-ce qu'on peut donner du temps pour les autres à travers son travail? Est-ce que c'est la meilleure manière peut-être de donner du temps pour les autres ou pas du tout? Alors, pour moi, l'argent n'entre absolument pas en ligne de compte. Enfin, je vais répondre quand même à la question qui n'a pas été posée. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Ah, vous, les politiques. Hein. Jamais été... j'aurais même pas eu l'idée d'être payé pour une action solidaire ou caritative, ce que je fais. Hein. J'anime parfois des soirées pour des fondations, et il m'est arrivé qu'on me propose de l'argent pour le faire, ce qui m'a beaucoup fait rire parce que ce serait un non-sens. Après, moi, je vois différentes sortes d'engagements. C'est comme ça que je vois un petit peu mon quotidien. C'est-à-dire que réaliser ou produire des films documentaires, moi, je fais de la société et de l'histoire, sont des formes d'engagement, c'est-à-dire tenter un peu, pour rejoindre ce que disait Emmanuel tout à l'heure, de faire sortir, c'est un moyen comme un autre, c'est le mien parce que c'est mon métier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, donc c'est un moyen comme un autre. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai fait une petite tentative, j'étais déjà journaliste pour rejoindre les bancs de la faculté de médecine, et donc vous voyez que ça n'a pas porté ses fruits. Un film, c'est aussi le moyen de faire sortir des gens, des hommes, des femmes, des enfants d'une marginalité, d'une marginalisation. En réalité, on est marginalisé très très vite, très tôt. Quand vous disiez tout à l'heure, je paraphrase, mais on est tous vulnérables et on est tous potentiellement dans des situations de précarité, etc. À moi, à travers mon métier de journaliste et maintenant de réalisatrice et de productrice, je vois ça tout le temps. Je suis toujours allée vers des sujets, vers des gens à qui on ne donne pas la parole, à qui on ne s'intéresse pas. Quand je suis allée faire un film sur des femmes criminelles détenues longue peine, parce que c'est la marginalité de la marginalité de la marginalité. Je vous donne juste cet exemple-là. Les femmes criminelles sont marginales en France. C'est à peu près, je ne sais pas, 3% de la population carcérale totale. Donc, elles sont marginales en nombre. On pourrait peut-être dire tant mieux, mais elles sont marginales en nombre. Elles sont marginalisées parce que les structures pénitentiaires ne sont pas faites pour les femmes. Ce sont alors à part une centrale comme Rennes, je crois, qui est une prison de femmes, ce sont des secteurs aménagés pour les femmes dans des prisons d'hommes. Ça n'a l'air de rien, mais ça les marginalise encore un peu plus au quotidien, etc., etc. Donc j'essaye
que je ne m'engage sur des films en tant que productrice ou réalisatrice que parce que j'ai le sentiment de pouvoir, pour résumer, aider un peu, en tout cas que la mise en lumière puisse faire avancer un peu les choses, puisse... je ne sais pas si ça... sincèrement, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne qu'il ne faut pas le faire. Donc j'ai conviction très forte avec les équipes avec qui je travaille que c'est une nécessité, que c'est que peut-être justement c'est un devoir et c'est une éthique. Je pensais à quelque chose tout à l'heure, si j'ai un instant. Oui. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a indiqué quelque chose ce matin. Les Américains qui font beaucoup d'études ont fait une étude. Ils ont donné une certaine somme d'argent à des panels. Et à un panel, ils ont dit, avec ça, vous achetez ce que vous voulez. Et à l'autre panel, ils ont dit, vous achetez ce que vous voulez pour qui vous voulez. Alors évidemment, pour qui vous voulez, ça peut vouloir dire pour soi aussi. Hein, mais bon. Donc les premiers se sont achetés des choses pour eux et les seconds ont acheté des choses pour les autres. Et ben, qui, après, dans les analyses des résultats, semble être les plus heureux? Voilà. Ok. Il faudrait la partager, cette étude, parce que c'est intéressant. C'est cadeau, vous pouvez la transmettre. Je crois que des études aussi, et les professeurs de médecine ici présents pourraient peut-être confirmer que quand on fait des enquêtes d'opinion sur les Français qui donnent leur sang, on se rend compte que ça transcende totalement les catégories socio-professionnelles, mais que ce sont les gens les plus heureux et donc forcément les plus altruistes. Donc je crois qu'on est là au cœur de notre sujet. Mesdames, Messieurs, il reste une petite vingtaine de minutes. Je vois que des mains se sont d'ores et déjà levées. Un micro va circuler dans cette salle. Grâce à vous. Très bien. Alors j'avais repéré quelqu'un tout en haut, parce que généralement on prend les gens au premier rang, mais tout en haut. Je suis désolé, ça vous fait... Le temps que le micro monte, j'en profite pour rejoindre aussi ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur le tissu associatif. Moi, j'ai beaucoup voyagé en France, d'abord par curiosité, et puis pour des besoins professionnels. Et partout, les gens nous disent, que ce soit dans certains quartiers à Marseille, que ce soit dans des zones rurales, où on souffre aussi beaucoup d'exclusion digitale et d'isolement, les gens disaient, sans les associations, on meurt. Voilà. Versus... On est un peu laissé pour compte et l'État ne fait pas grand-chose pour nous. Mais il faut quand même savoir que s'engager, c'est facile, c'est à la portée de chacun. Il n'y a pas de petits dons. Moi, je suis la marraine de l'association Un Rien, c'est tout, où on peut donner 1 euro. Consacrer un peu de temps, aller voir ce qui se passe de l'autre côté du village, pousser la porte des associations. C'est gratuit, c'est nécessaire, c'est une démarche intelligente. Voilà, donc pour ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à le faire, faites-le. Mais ici, tout le monde est bénévole dans une association, je crois. Oui. Merci de me donner la parole et merci pour la qualité de vos interventions. Voilà, il se trouve que en 2019, j'ai été hospitalisé pendant 3 mois et demi à l'hôpital maritime de Berck et je voudrais saluer la qualité des soins médicaux que j'ai reçus avec des gens qui étaient vraiment non seulement des professionnels de la médecine, mais des gens qui prenaient le temps de m'écouter, d'être à l'écoute de mes besoins. Et il se trouve que en cette année 2019, on célébrait les 150 ans de l'établissement. C'est un hôpital qui a été fondé par l'impératrice Eugénie en 1869. Donc il y a eu une conférence sur la fondation de l'hôpital maritime de Berck. Et à cette occasion, j'avais tellement reçu de la médecine qu'il m'est apparu que je devais rendre un peu de ce que j'avais reçu, et j'ai donc eu l'idée d'un projet sportif qui est de relier Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais jusqu'à Biarritz sur la côte basque en vélo à bras. Et sachant que mon état ne me permet plus de faire du vélo avec les jambes, donc je fais du vélo maintenant avec les bras. Et donc l'idée, c'est à travers les pistes cyclables, de relier Berck à Biarritz, de rejoindre la Manche à l'Atlantique à travers les pistes cyclables, dans ce que j'ai appelé le voyage Eugénie, parce que l'impératrice Eugénie a fondé l'hôpital maritime de Berck et elle aimait prendre les eaux à Biarritz. Et donc relier Berck à Biarritz, c'est rendre hommage à l'impératrice Eugénie. Et donc ce projet qui s'appelle le voyage Eugénie a une éthique en 4 valeurs: le sport, puisque j'ai imaginé une traversée transversale de la France,
l'écologie, puisque mes accompagnateurs et moi-même, nous serons à bicyclette, donc c'est le respect de l'environnement, mais également la culture, puisque nous ferons des visites de musées et de sites historiques à Paris, Melun, Fontainebleau, Rochefort, Chartres et Biarritz, et également la solidarité, puisque la rencontre entre personnes en situation de handicap et personnes valides, c'est un enregistrement mutuel. Et donc, j'ai de très bons échos de tous les professionnels à qui j'en ai parlé, notamment Monsieur Étienne Caprin, qui est donc athlète handisport, 6 fois champion du monde d'hémiathlon, Madame Claire Frandon, qui est donc championne de France handisport en natation, et les différents professionnels, notamment des responsables d'associations de cyclisme. Mais je me rends compte que ce projet altruiste rencontre immédiatement des contraintes matérielles, dont des contraintes d'organisation, puisqu'il va falloir prévenir les différentes mairies des 36 villes traversées, puisqu'il y aura 36 villes traversées en 6 semaines. Le départ de Berck est prévu pour le 10 juillet 2023 pour une arrivée à Biarritz le 17 août. La question, c'est qu'il y a quand même un... Est-ce que dans cette générosité de donner du temps pour les autres, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes matérielles qui empêchent la réalisation complète de cette générosité et de ce temps qu'on veut donner pour les autres? Est-ce que la générosité n'est pas contrainte par les contraintes matérielles, notamment les contraintes réglementaires ou justement les contraintes financières? Merci. Merci beaucoup, merci pour votre question. J'aimerais répondre... Moi, je veux bien répondre globalement. Allez-y, Stéphane. Précisément, ça serait facile de dire oui, envoyez-moi votre projet, on va vous le financer. Ça ne se passe pas comme ça, mais pourquoi pas? C'est possible, on a une association qui s'appelle Create Joy. S'il y a un rapport avec la culture, je promets rien, mais il y a personne qui s'occupe ici, qui le fait formidablement bien. Mais plutôt globalement, il ne manque pas d'argent. Il y a beaucoup de donateurs maintenant qui sont prêts à donner, mais il y a une discipline, ce que j'ai essayé de dire au début, de fléchage. C'est-à-dire, et je le rencontre aussi pour l'hôpital américain avec Gérard, c'est-à-dire que les donateurs, souvent, ils veulent comprendre le projet, ils veulent qu'il soit très clair par rapport à leur propre engagement. Donc si j'ai un conseil, il faut vraiment être pointu, c'est-à-dire que le projet a beau être très beau, s'il n'est pas clairement lisible par celui qui veut donner, c'est compliqué. Et on le voit bien, nous on a fait une tournée aux États-Unis avec Gérard Friander, on est capable de ramener beaucoup d'argent de gens très riches, mais eux, la plupart du temps, ils sont prêts à donner d'ailleurs, et ça c'est la bonne nouvelle. Je mets ma casquette hôpital américain, pas forcément pour des bâtiments, pas forcément pour du matériel. La bonne nouvelle, depuis le Covid, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait donner aux soignants. On parlait des gens exclus, ils veulent bien donner. Et on va pouvoir d'ailleurs donner à nos soignants et donner à d'autres soignants, faire des bourses pour les infirmières. Mais vous voyez que dans le projet, en tout cas si j'ai un conseil à donner, il faut qu'il soit très clair dans celui qui peut donner. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent, il faut qu'il rentre dans les fourches codines. C'est plus dur, il y a plus d'argent, mais les plus codifiés. Alors, c'est pas très poétique ce que je dis, mais je préfère vous le dire. Mais c'est vrai. Je veux dire, vous l'aurez partout. Donc, je pense que vous pouvez trouver de l'argent. Il faut juste, évidemment, le plus en amont possible, travailler le projet pour qu'il rentre dans le cadre de ceux qui sont prêts à donner. C'est un conseil pour être efficace. C'est clair. Merci beaucoup. Emmanuel, un petit mot peut-être, et ensuite une autre question dans la salle. Un petit mot, parce que tout à l'heure, on a évoqué, Salomon a évoqué les EHPAD. Parlons de l'hôpital maritime de Berck et des hôpitaux qui accueillent des personnes polyhandicapées. La question de la temporalité, elle est fondamentale. Et je suis allé souvent à l'hôpital maritime de Berck, du temps où il y avait un directeur qui était Christian de Marécourt et Odile Baudot, que je vais évoquer ici, qui accueillaient des personnes qui étaient dans des no man's time, no man's land, qui n'étaient de nulle part. Et comment leur redonner envie de prendre prise sur leur temps, c'est-à-dire de se réapproprier une capacité d'avoir une temporalité qui est reconnue et d'avoir un projet. Et vous avez une figure emblématique, puisque vous avez évoqué votre séjour à Berck, vous avez la personnalité, et je vais lui rendre hommage, Jean-Dominique Bauby, le scaphandre et le papillon. Quand vous regardez cette temporalité personnelle d'une personne lock-in syndrome, qui n'est plus en capacité de converser directement, qui a toute sa pensée, et qui va écrire un livre que je vous conseille de lire, le scaphandre et le papier, qui est un des chefs-d'œuvre d'humanité, avec un travail de patience, un travail sur sa temporalité, avec un travail sur quel horizon d'espérance quand on n'est plus en capacité de relation et de communication directe. Je termine sur ce point pour dire qu'on a la chance dans notre monde d'avoir des îlots de résistance où se cultivent les valeurs les plus précieuses de notre vie démocratique. Et vous voyez, quand on parle de prendre le temps, l'attention que vous consacrez à ces interstices qui ne font pas la une des journaux,
qui ne font pas les polémiques, puisque tout le monde s'en moque finalement. Avoir, et c'est le conseil que je vous donne puisque vous nous avez posé des questions, avoir l'intelligence de savoir que se joue notre société, notre réel, peut-être à ses marges et peut-être à ses plus grandes marges. Et de savoir que quand vous discutez avec des militants du Resto du Cœur, je prends un exemple parmi tant d'autres parce que c'est un peu public, les gens connaissent ça, quand vous discutez avec les valeurs qui les animent, comment ils font société, comment ils sont les remparts contre, j'allais dire, les menaces les plus fortes de la vie démocratique aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces engagements sont des engagements d'une qualité, d'une diversité qui nous donnent confiance au moment où peut-être on doute le plus en notre démocratie. Donc je termine pour dire que pour moi c'est emblématique, j'aime bien les lieux de l'excellence scientifique au niveau médical, mais quand on est accompagné des personnes qui ne guériront pas, mais qui ont envie de vivre, et je termine sur quelque chose que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont vu. Rappelez-vous de Marie Imbert. Rappelez de Marie Imbert. Elle passait ses journées avec d'autres femmes, c'était souvent des femmes, à attendre avec une impatience le signe qui donnait le sentiment que son fils, Vincent, allait réémerger parmi nous. Si vous n'avez pas dans ces démonstrations, dans ces engagements, l'expression la plus forte de ce que sont les valeurs d'une société, d'une civilisation et d'un abandon, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'est la réalité éthique de notre société. C'est pour ça que je voulais dire hommage aux professionnels. Et soyez un dernier point, ce qui est amusant quand vous discutez avec ces professionnels, c'est que pour eux, ils ne vous font pas de l'éthique théorique. Voilà. Ils sont dans la pratique. Ils disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Là, c'est des questions qu'on doit se poser. Gérard, un petit mot et oui. Ensuite, merci. Oui, oui. Un petit mot, parce que je vous écoutais, monsieur, décrire le projet que vous avez, et ça m'a renvoyé à un spectacle que nous avons tous vu année après année, ce sont les défis sportifs au cours du Téléthon. Et vous allez dans un village où les enfants ont décidé de faire le tour du village 3 fois, et puis vous allez dans un autre où ils vont se porter sur une pyramide, machin. Et je me dis, mais ça rime à quoi? Pourquoi? Enfin, je veux dire, quels sont les termes de l'échange? Pourquoi, si je me donne du mal à faire un exercice sportif, je vais susciter du don? Pourquoi, si je donne de mon temps, parce que clairement, il donne du temps, pour des gens non identifiés, pourquoi est-ce que ça va déclencher un réflexe de don? Et je pense que ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'au fond, on troque une générosité et on appelle cette générosité en offrant de manière indéterminée du temps et de la sueur. Mais je trouve que c'est bien ça. Et alors là, parce que c'est un sujet que je connais bien, parce que c'est France Télévisions, le Téléthon, c'est très juste, votre remarque, et c'est porté, là je suis très très sérieuse, c'est porté justement par, parce que vous dites, effectivement c'est de l'argent qui va alimenter la recherche, et pas une personne ou un malade en particulier. Cependant, cette recherche, elle prend vie, elle prend forme, elle prend corps et des visages, parce que les familles et les enfants sont sur le plateau. Donc finalement, cette recherche et cette maladie a des visages et s'incarne. Et il y a aussi, et ça, parce que ça c'est une aventure collective à France Télévisions qui dure des mois et des mois d'une année sur l'autre. Et c'est aussi... c'est un formidable élan de solidarité, cette émission, parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de techniciens, de réalisateurs, de gens qui font la lumière, etc., qui ne travaillent pas pendant ce marathon qui dure jour et nuit pendant 36 heures, mais pendant des mois et des mois. Et ça aussi, voilà aussi des gens qui, à un moment, peut-être ne font entre guillemets que ça, il n'y a pas de jugement dans le que, dans l'année, mais finalement, ce sont aussi de très très grands moments d'humanité. Il se trouve qu'ils sont médiatisés, que certains le sont moins, mais qui forcent aussi un peu... Je voudrais laisser la place un petit peu à la salle. Jeunes gens, je suis là, au fait. Non, il nous reste 5 minutes. Vraiment, j'insiste, je me permets d'être un petit peu pénible. Non, une fille. Une fille. Voilà, hop. Vous. Oui, oui, je fais attention à la parité quand même, vu la composition de cette table.
Bonjour Anita. Bonjour. Merci pour vos interventions très intéressantes. Alors ma question est un peu légère. Voilà, quand on est vieux, le temps rétrécit, peut-être parce qu'on est plus près de la fin de la vie que du début. Et comme on est tous à la retraite, on a le temps de tout faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le temps, de temps en temps, de ne rien faire plutôt que d'en faire de trop? Alors, on va prendre une autre question, comme ça on la note. Vous-même, au deuxième rang. Oui, merci, et j'adhère totalement à vos interventions passionnantes. En tant que médecin, je voudrais juste savoir si vous trouvez que c'est compatible la numérisation générale et la numérisation médicale avec cette approche et ce temps à l'autre et ce temps d'écoute, parce qu'on est absolument... Numérisation, hein, vous dites. Numérisation. Voilà, c'était ma question. C'est ubérisation? Non, numérisation. Alors, il y a une console de numérisation aussi. On joue pas sur les Numérisation mots. aussi. Peut-être une troisième question, comme ça, voilà. Là-haut, hop. Moi, c'est comme une salle des marchés ici. Et ce sera peut-être la dernière. Ce sera la dernière. Question Bonsoir, bonsoir, je vous remercie de cette prestation vraiment de qualité. Je m'appelle Abdel Chmark, je suis enseignant. J'enseigne les mathématiques. Et comme il y a beaucoup de jeunes ici, je vais poser ma question après. Thierry, coupez pas le micro, s'il vous plaît. Je peux pas le couper. Si vous voulez prendre le micro, vous non, prenez. non. Mais sincèrement, il nous reste 4 minutes. Je vais me faire Rapidement. C'est simplement, moi, je n'ai jamais autant appris que quand j'étais face à des élèves qui ne comprenaient pas comment réduire de fractions au même dénominateur. Et donc, du coup, le temps que j'ai donné, c'est pas un temps que j'ai donné. Parce qu'il y a 2 verbes auxquels il faut faire attention. C'est donner, parce que donner, ça veut dire se priver. Ou partager, et partager, ça veut dire couper en 2. Moi, je pense que c'est un temps qu'on vit ensemble. Et je voudrais savoir quel est votre avis des formations professionnelles de prof de maths. Est-ce que, pour vous, moi, je pense, c'est mon opinion, le temps, ce n'est pas de la matière. Voilà. On va peut-être commencer par la fin. Et comme ça, comme j'ai une sorte de lobby à ma gauche, Stéphane, comment on fait pour répondre à la question de notre ami mathématicien? Les deux. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, évidemment. Le temps, il est subjectif, il n'est pas le même pour tout le monde, il n'est pas divisable, il n'est pas mathématique, et c'est pour ça que le temps pour les autres, c'est le temps pour soi, et c'est pour ça que la question de la générosité, on l'a dit, c'est plein de paradoxes. La générosité, c'est égoïste, c'est aussi pour soi. Donc, voilà, on ne peut pas opposer les choses par rapport aux autres, mais c'est un peu français aussi d'essayer artificiellement, à un moment donné, il y avait le débat aussi sur l'argent. Est-ce que le fait qu'il y a de l'argent, est-ce que c'est plus de la générosité? Mais ce n'est pas le sujet. Et à un moment donné, est-ce que si on donne de l'argent à un hôpital américain, est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on ne donne pas ailleurs? Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que plus vous donnez de l'argent en recherche à ceux qui ont le moyen de créer des expériences qui vont donner de la recherche, qui vont favoriser tout le monde, arrêtons d'opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être généreux en gagnant de l'argent, on peut être égoïste en ne donnant pas de l'argent, je veux dire. Et voilà, donc il faut qu'on dépasse ça. C'est quand même très, très français de séparer le social, l'économique. Donc sur ce sujet qu'on a là, je pense qu'on arrive à une ère très positive où justement, on n'a plus ces questions-là. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué ce qu'on a à faire, on l'a vu aussi avec le Covid, que la générosité, c'est du temps partagé. Mais Gérard, on a la chance de se voir tous les mercredis et il pourra illustrer ça mieux que moi. Ouais. Non. De la même manière... il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Je lui donne la balle. De la même manière, cette idée que l'irruption de techniques numériques modifie, oui, mais annihile la relation très personnelle entre un soignant et un patient, cette idée n'est pas juste. Elle la transforme, elle la rend parfois possible. Parce que, vous savez, quand vous avez un désert médical et que vous avez quelqu'un qui doit faire des dizaines de kilomètres pour aller voir un médecin, et qu'au lieu de ne pas en avoir du tout, il peut au moins déjà commencer à avoir en téléconsultation une relation qui ne remplace pas la relation mais je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la numérisation et la relation.
Bon, alors, vous allez en discuter après. Je voudrais juste qu'on termine sur la question de madame au deuxième rang en vous donnant la parole, Guillaume, Marie, pour conclure quelque chose d'un petit peu plus métaphysique et un peu moins concret. Comment on arrive à ne rien faire et est-ce que finalement, c'est pas ça une forme d'ascèse, hein? Non, mais là où vous avez raison, c'est que parfois c'est arriver à ne rien faire. Combien de gens connaît-on qui sont incapables de ne rien faire? Pourtant, je suis convaincue qu'il faut passer par des moments où on ne fait rien, de réflexion, de contemplation, justement pour pouvoir, j'ai beaucoup aimé ce terme de consacrer, après, ou se consacrer. Et puis il faut aussi se souvenir que la notion de temps n'est pas du tout la même selon qu'on souffre, selon que l'on ne souffre pas, que ce soit une souffrance physique, un enfant maltraité n'a pas la même notion du temps qu'un enfant qui ne l'est pas. Donc voilà, et je pense qu'il est nécessaire à tout point de vue de prendre du temps pour soi. Finalement, ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour être capable d'avoir du temps pour les autres. Voilà. Guillaume, le mot de la fin, ce sera pour vous. La fin, je voulais juste... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce rapt? C'est pas ça, c'est... Je pense que madame a posé une question importante, et qui est une question politique. Pour qu'on puisse se réapproprier un espace personnel, il faut qu'on nous reconnaisse aussi la capacité de prendre son temps. Et vous avez vu que dans la culture, alors tout à l'heure Marie parlait de tyrannie, dans la tyrannie de l'immédiat, tout est organisé effectivement pour qu'on soit déchu de cette reconnaissance de notre capacité de prendre le temps, de notre propre intelligibilité du réel. Donc je dis c'est une conquête en termes de revendication et en termes de résistance. Et le deuxième point, pour ne pas être long, je dirais que pour qu'il y ait temporalité et place dans une histoire, il faut des rites. Voilà. Et je pense qu'on est tous attachés, j'allais dire, aujourd'hui, à retrouver des rites dans une société qui, aujourd'hui, devient indifférenciée. On ne sait plus comment hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la pandémie, on était dans une situation de crise et on a mis en place des crises d'urgence, des cellules d'urgence de crise. Tout devenait urgent, sans déterminer ce qui était plus ou moins urgent, avec les conséquences au niveau des arbitrages que chacun peut apprécier. Et je dirais que peut-être qu'aujourd'hui, il faut qu'arriver, moi ce serait, puisqu'on est à la Sorbonne, imagine tous les philosophes qui sont succédés ici, je pense notamment à Jean Kelevitch qui faisait des cours ici. Je termine sur ce point. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui est peut-être le plus important, c'est dans cet espace indifférencié où on est en train de numériser la société, parce que je vais dans le sens de ce que Madame a dit, le temps de la décision médicale est un temps de la relation, de la rencontre, et un temps de la pensée, et un temps de l'exercice d'une responsabilité. Et donc je prends votre paradigme pour dire, si on évacue de nos priorités au nom d'urgence, dont on pourrait discuter la cause et la manipulation, je pense qu'on est de plus en plus hors temps et qu'on va être chassé du temps et de notre histoire. Voilà. Merci. On est en train de dépasser le temps, mais sincèrement, parce que j'aimerais aussi vous entendre sur ces enjeux-là assez rapidement. Guillaume, je vous redonne la parole pour un mot de la fin. Non, rapidement, c'est vrai. Merci déjà de nous avoir écoutés. Merci d'avoir organisé tout ça. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est passionnant et tellement le sujet est pluriel. Moi, juste ramener un petit peu par rapport au temps et à l'alimentation, au domaine que bien sûr je défends. C'est vrai que ce temps partagé, ce rite, de se mettre autour d'une table, déjà, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de passer du temps avec l'autre. Et en effet, quand on donne de ce temps, on le partage, et c'est quelque chose qui doit nous emmener vers autre chose. Et un petit point sur la philosophie, puisque j'ai eu la chance de faire un essai avec la philosophe dont vous avez parlé tout à l'heure, Gabrielle Alpern, et le but de cet essai, c'est de faire l'éloge de cette hybridation dans laquelle on croit de la société. On a parlé des EHPAD, on parle de la vieillesse, on parle de tout ça, où justement on se dit que tout le monde a quelque chose, non pas à donner à l'autre, mais à apporter à l'autre. Et le principe même de l'hybridation, c'est pas de se couper un bras pour le donner à l'autre, c'est qu'ensemble on arrive à grandir. C'est l'élévation de l'un et de l'autre en même temps. Donc voilà, c'est, je pense... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.